Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et nous avons pu constater un repli assez conséquent des indices américains hier soir. Donc des indices américains qui ont perdu énormément de terrain à la fin de la séance avec un S&P 500 qui a notamment clôturé en baisse de 2,05%. Le Nasdaq, quant à lui, a cédé 2,06%. Et le Dow Jones a baissé de 1,89%. Et cette dégradation du sentiment s'est également faite ressentir pendant la session asiatique avec un indice australien, un indice japonais, mais également l'indice chinois qui se sont échangés, qui se sont négociés à la baisse. L'indice sud-coréen, lui, sort du lot et affiche une légère hausse. Alors le DAX est en baisse de plus de 100 points à l'ouverture. C'est le retour des craintes concernant le coronavirus. Un petit point déjà sur le coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui s'élève à 4,342 millions. Près de 293 000 personnes sont décédées. À noter que près de 71 000 personnes se sont d'ores et déjà se sont rétablies pendant la seule journée d'hier. Et c'est la plus forte, c'est le chiffre, le nombre de rétablissements le plus élevé en une journée. Et donc, ce qui a dégradé le sentiment, c'est tout d'abord les déclarations du docteur Fauci, conseiller à la cellule de crise de la Maison-Blanche, qui a lancé la sonnette, qui a tiré la sonnette d'alarme devant la commission sénatoriale de la santé concernant les éventuelles conséquences qualifiées de très graves d'un redémarrage précoce de l'économie. Alors donc, suite à cela, les marchés ont accéléré à la baisse. Un autre facteur qui est venu donc peser davantage sur les indices américains, c'est lorsque la sénatrice Lindsey Graham a présenté une loi qui exposerait éventuellement la Chine à des sanctions si elle ne coopérait pas en vue d'une enquête concernant le coronavirus, concernant donc cette pandémie. Donc, plusieurs éléments qui viennent peser sur le sentiment, et à noter également cette crainte qui est en train de se confirmer, cette crainte d'une seconde vague. Encore une fois, les prémices, ce qui risque de nous arriver nous est peut-être constaté en Chine. Nous avons donc des autorités à Shulan. C'est une ville du nord-est de la Chine qui ont introduit de nouvelles mesures de confinement après une hausse de nouveaux cas de contamination. Donc, une seconde vague en train de se confirmer en Chine. Plus le temps passe, plus on peut craindre un scénario similaire en Europe. Et à noter également donc aux États-Unis, d'ailleurs, les autorités à Los Angeles qui prévoient de prolonger de 3 mois le confinement, et l'Allemagne qui pourrait donc réintroduire un confinement strict si le nombre de cas passe à 50 pour 100 000 citoyens, très exactement. Alors, il semblerait qu'en France, il y avait eu également un plan de déconfinement qui a été proposé, et il me semble que le signal, un plan de reconfinement donc qui est proposé, et le signal d'un éventuel reconfinement sera donné lorsque le nombre de cas aura doublé par rapport à lundi, le jour du déconfinement. Donc, à partir du moment où le nombre de cas aura doublé sur la base du jour du déconfinement, malheureusement, la France sera contrainte de reconfiner son économie, et l'Allemagne le prévoit déjà. Los Angeles a étendu les mesures pour une durée de 3 mois. Donc malheureusement, nous faisons face à peut-être un retour à la réalité assez brusque sur les indices. Ça devrait se confirmer en cours de semaine. Et à noter que selon la Banque de France, l'économie française a tourné à 27% en dessous de son rythme moyen, son rythme normal en avril, contre moins 32% en mars, donc chiffres qui ont été fournis par la Banque de France. Et le chancelier de l'échiquier britannique Sunak a déclaré que son pays envisageait d'augmenter l'impôt sur le revenu, mais également de geler les salaires du secteur public. Émissaire de la Réserve fédérale américaine qui a réitéré le message envoyé précédemment par d'autres membres de la Fed, selon lequel les taux d'intérêt négatifs ne seraient pas efficaces aux États-Unis. Je vous le rappelle, hier, Donald Trump a encore une fois appelé à des taux d'intérêt négatifs via un tweet.
On revient sur la zone Asie-Pacifique avec un taux de chômage en Corée du Sud qui est resté inchangé à 3,8% en avril. Dans le même temps, l'emploi a diminué de 476 000 postes par rapport à l'année précédente. Et concernant le secteur automobile, Toyota prévoit de vendre quelques 7 millions de voitures cette année contre 9 millions dans les prévisions précédentes. Volkswagen qui limitera sa production dans sa plus grande usine en Allemagne, et ce en raison de la baisse conséquente de la demande. Et je vous rappelle que Bruno Le Maire a insisté hier sur le fait qu'il serait prêt à soutenir le secteur automobile si elles acceptaient d'entamer un processus de relocalisation. Donc voilà pour le secteur auto. Nous allons parler brièvement du pétrole. Très brièvement, pourquoi? Car une vidéo vous sera donc fournie concernant le pétrole en fin de matinée, voire en début d'après-midi. Très rapidement, aujourd'hui, on attend le rapport on attend le rapport du DOE. Nous avons pris connaissance hier le rapport de l'API qui a fait état d'une augmentation des stocks de pétrole brut à hauteur de 7,6 millions de barils. Les estimations tablaient pour une constitution des stocks à hauteur de 4,2 millions de barils. Et nous avions abordé le fait que l'Arabie Saoudite avait donc demandé à Saudi Aramco de réduire sa production davantage à partir de juin, voire même à partir du mois de mai, si cela était possible. Alors les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont à leur tour annoncé une baisse de leur production à hauteur de 180 000 barils par jour, en plus des réductions d'ores et déjà convenues dans le cadre du dernier accord de l'OPEP+, ce fameux accord historique. Donc voilà. Beaucoup d'actualités, beaucoup d'événements, un retour au sentiment baissier, un retour au risk-off, à l'aversion pour le risque, et un calendrier économique qui pourrait prendre de l'ampleur aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà appris que l'économie britannique s'est contractée de 2% au premier trimestre 2020, mais ce qui va compter aujourd'hui, c'est principalement le discours de Jérôme Powell, tant attendu, un discours qui aura lieu aujourd'hui, et ce discours aura lieu donc à 15 h il me semble, et ça pourrait être un catalyseur de marché vu le contexte actuel. Donc c'est à 15 h, ce sera un webinaire, et Jérôme Powell devrait aborder les perspectives économiques, et il pourrait également aborder la politique monétaire. C'est ce que l'on attend. On parle beaucoup de taux négatifs. Les membres de la Réserve fédérale américaine y sont opposés. Donald Trump le préconise fortement, et très certainement, on commence à le connaître, il insistera là-dessus dans les jours à venir via Twitter. À présent, nous sommes habitués à la pression qu'exerce Donald Trump sur Jérôme Powell et plus largement sur la Réserve fédérale américaine. Alors aujourd'hui, concernant le calendrier économique, au courant de la séance européenne à 9h30, on prendra connaissance de l'inflation de l'IPC pour le mois d'avril en Suède. À 11h, nous allons prendre connaissance de la production industrielle pour le mois de mars en zone euro. 14h30 en provenance des États-Unis, donc outre-Atlantique, l'inflation PPI pour le mois d'avril. On s'attend à une contraction de 0,2%. Précédemment, c'était une progression de 0,7%. Et à 16h30, enfin, le rapport du DOE sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. On s'attend à une constitution des stocks à hauteur de 4,3 millions de barils. Les stocks de distillats ont dû augmenter de 3,15 millions de barils, car je vous rappelle que ces chiffres concernent la semaine précédente. Et les stocks d'essence qui devraient donc devraient afficher une réduction à hauteur de 2,3 millions de barils, étant donné la fin du confinement. Lors de la session asiatique à 3h30 du matin, nous prendrons connaissance du rapport sur le marché du travail en Nouvelle-Zélande pour le mois d'avril. Et donc, pour cette séance, il y aura une publication de résultats d'entreprise qui sera attendue, notamment ce sera Cisco Systems après la fermeture du marché. Et donc une séance chargée, une séance qui pourrait être primordiale. Et effectivement, le titre du Good Morning Market de lundi prend tout son sens. Acheter le confinement, vendre la réouverture, visiblement. Cela semble se confirmer au vu du repli actuel des indices européens et américains qui n'ont cessé de progresser pendant le confinement, et visiblement qui pourraient se replier, qui ont débuté le repli depuis le début du déconfinement. Donc peut-être un nouvel adage boursier: acheter le confinement et vendre la réouverture. C'est ce que nous allons constater immédiatement
Sur le compartiment action, sur les indices boursiers, bon, nous avons débuté comme à notre habitude par l'hebdomadaire ici, hein, et on peut le constater, ce repli suite au contact des 10 900 points, ce palier de Kijun, nous nous dirigeons tout droit vers les 10 475. Le Dow Jones, quant à lui, en données hebdomadaires également, en repli après avoir testé les 24 400, ce palier, cette extension de palier d'SSB. Donc, un repli qui se poursuit actuellement sur le Dow Jones également en données hebdomadaires. On passe sur du journalier. Sur du journalier, notamment concernant le DAX, on pourrait aller chercher les 10 800 points. Ce serait les 10 300 points. Ce serait la cible à aller chercher, c'est le palier de Kijun et seul un franchissement de ce niveau pourrait entraîner une accélération baissière en vue de sortir du nuage par le bas. Alors, ce sont des objectifs très éloignés, mais il faut se rappeler, encore une fois, de la même manière que nous avons été dans l'excès dans la hausse, on pourrait assister à un excès dans la baisse. Donc pour l'heure, nous nous replions, on pourrait éventuellement anticiper un N baissier avec une première ligne de force N ici qui correspond à 10 300, qui correspond au palier de Kijun, et une ligne de force V qui correspond justement à la sortie de nuage. On pourrait même estimer que nous avons ici une zone de support qui est composée de deux lignes de force qui freinera très certainement la sortie du nuage. Donc voilà pour la vision journalière sur le DAX. La vision journalière sur le CAC 40 est beaucoup plus explicite avec cette sortie du biseau par le bas, un franchissement en cours de la Kijun qui vient de pair avec une sortie du nuage par le bas. Alors pourquoi c'est encore plus explicite? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la théorie Ishimoku, il y a deux signaux majeurs. Tout d'abord, la sortie du nuage est un signal. Nous en sortons actuellement. Ensuite, une cassure, un franchissement de la Kijun et le second signal de première importance, voire même le premier signal, hein, le premier signal majeur qui nous est fourni par le système Ishimoku. Ici, ce chandelier japonais, aujourd'hui, ce mercredi 13 mai, c'est un double signal, tout simplement. Une sortie de nuage par le bas qui est venue de pair avec un franchissement de Kijun, en plus de cela en palier. Il faut savoir que lorsque la Kijun est en palier, sa force de support est beaucoup plus élevée. Donc, nous avons ici peut-être une vague en NBC également qui est en train de se déployer. Nous pouvons marquer un sommet ici, aller chercher notre creux, chercher le sommet intermédiaire et nous avons nos différents niveaux. Et donc, ce franchissement ici de la Kijun pourrait entraîner une accélération baissière en direction des 4212. À nuancer cette analyse journalière étant donné nous avons quand même quelques obstacles à venir. Nous avons une lagging span qui va croiser sa Tenkan aux alentours aux portes du seuil psychologique des 4300 points. 4300 points, peu avant ce palier qui jaune ici, donc peut-être un pullback par la suite. Ce ne sont que des hypothèses pour le moment, il faut simplement garder à l'esprit la configuration actuelle au vu d'Ishimoku. On passe sur de l'intraday sur le DAX. Souvenez-vous du DAX en journalier en train de progresser à l'intérieur de son nuage en direction de sa Kijun. En données H4 à présent, nous avons pu déterminer une oblique baissière. Et ici, on peut le constater, nous avions eu un N haussier qui est allé chercher V, un rebond sur les 10 575 en tentant d'aller chercher NT. Et donc, on se replie à présent, on attend le franchissement des 10 575. Nous allons ajouter Ishimoku à cela pour un peu plus de précision. Ishimoku va prendre tout son sens dans ces configurations-là. On peut le voir, donc nous avions eu ce fameux franchissement d'F3, des difficultés à sortir du nuage. Nous sommes sortis du nuage et nous sommes actuellement en train d'essayer de franchir ce niveau, ce palier de Kijun ici que l'on retrouve à 10 577. En données H1. Donc nous n'allons pas dessiner de NBC pour le moment, nous allons le faire en H1. Je pense que je l'ai déjà fait, nous allons le faire ensemble sur les autres indices. Comme ça, vous allez apprendre de vous-même à détecter les différents sommets intermédiaires pour déterminer une vague et avoir des objectifs grâce à cet outil, les projections d'Osoda. Donc voilà, sur le DAX en données H1, cette oblique baissière que nous avons déterminée en reliant les différents sommets. Donc ici, vous vous souvenez de ce N haussier qui nous a permis d'aller déterminer un sommet local. Nous sommes en plein repli. Hier, nous avions émis, lors du Good Morning Market, pour ceux qui l'ont suivi, nous avons émis deux hypothèses. Soit, donc nous étions à ce niveau-là environ, soit un franchissement ici des 10 880 très exactement à l'ellipse que nous avions tracé hier,
un franchissement de ce niveau nous permettrait d'aller chercher eux, les 11 030, 11 027 très précisément, soit une cassure ici de cette oblique haussière. Il y avait deux scénarios, nous avions un biais quelque peu haussier, mais à l'équilibre, car dans le nuage. Souvenez-vous, donc les deux scénarios étaient équivalents. Il fallait attendre un signal dans un sens ou dans l'autre. Le signal a eu lieu, il a eu lieu au moment du franchissement, ici, très exactement, de cette oblique haussière. Accélération baissière par la suite, ici, gap baissier, on tente de récupérer et on repart à la baisse. Donc peut-être un NBC qui est en train de se former, on pourrait aller chercher les 10 500 points très exactement. Et ce serait donc le point de déclenchement pour les prochaines lignes de force. On ajoute encore une fois Ishimoku, car ici, c'est un double signal encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est un signal d'un point de vue stratégie de trading occidental et c'est un signal d'un point de vue stratégie de trading oriental. Je m'explique. Les stratégies de trading occidentales se basent principalement sur les franchissements de support de résistance ou d'oblique. Donc ici, nous avons un signal occidental. La sortie du nuage par le bas, c'est un signal qui nous vient tout droit du Japon. Donc ce sont deux visions, deux types de trading qui vont dans le même sens. Les stratégies orientales et occidentales qui nous ont donné un signal de vente et effectivement, ça n'a pas manqué de se replier par la suite et ça se poursuit. Accélération en ce moment même, on va tenter de s'affranchir de ce point bas ici pour aller chercher un T par la suite. Voilà pour le DAX, nous allons faire le même travail ici pour le CAC 40, c'est le même raisonnement. On le voit ici, le NBC est quelque peu différent. Nous allons ajouter le rayon pour apprécier les différents niveaux que nous sommes en train de franchir à l'heure actuelle. N et V ont d'ores et déjà été franchis, 4390 également. Nous allons ajouter Ishimoku à cela pour plus de précision. Ishimoku qui prend tout son sens encore une fois lorsqu'il nous renforce un signal occidental. Donc cette sortie de nuage encore une fois par le bas avec une lagging span qui a le champ libre est un signal de vente Ishimoku et ça se poursuit en direction des 4343 points. Et ici, le franchissement des 4390, c'était également un palier d'SSB que l'on retrouve ici, donc une zone qui a été largement franchie par le CAC 40 et un repli en train de se déployer. Nous allons nous intéresser à présent aux indices outre-Atlantique et nous allons les travailler ensemble, ces différentes vagues, notamment que ce soit sur le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq. Ici devant vous, j'ai superposé plusieurs graphiques, plusieurs indices pour vous proposer une nouvelle approche éventuellement. Ça nous permet de constater cette surperformance, si je puis dire, du Nasdaq. Le Nasdaq qui est allé chercher les 9300 points ici, avant de se replier. Quand nous avions un Dow Jones en dérive latérale, si je puis dire, en range, même topo ici pour le CAC 40, le Nasdaq a poursuivi à la hausse. Donc je pense que nous allons intégrer cette vision multi-indices dans notre analyse, car il est très important de pouvoir déterminer les indices qui surperforment les autres. Donc on revient sur notre vision, revenons à notre vision journalière ici. Souvenez-vous du Nasdaq qui est peut-être allé trop loin, se dirige à présent vers sa Tenkan, le Dow Jones qui a réintégré son nuage pour aller chercher sa Kijun, le S&P 500 qui pourrait aller chercher sa SSB à 2786, une SSB renforcée par la Kijun également. On passe sur de l'intraday à présent et nous allons... Voilà, donc ici, c'est le trait que nous avions marqué lorsque nous avions émis l'hypothèse hier d'une sortie du nuage par le bas. Cette sortie du nuage par le bas a eu lieu, mais avant ça, nous sommes allés tester le haut du nuage avant de se replier. Intéressant de constater ce refus de sortie ici. On va s'attarder quelque peu avec cette mèche inférieure qui vient tester l'oblique haussière avant de réintégrer le nuage pour aller tester la Tenkan, la franchir pour aller chercher le haut du nuage. Et ensuite, cette sortie de nuage qui est venue de pair avec un franchissement de Kijun. C'est quelque chose que nous avons pu constater sur le CAC 40 en journalier, une sortie de nuage par le bas avec un franchissement de Kijun. On le voit également en intraday, quel en est le résultat? Sortie de nuage par le bas, franchissement de Kijun, accélération baissière ici. On a tenté de récupérer quelque peu et à présent on va aller chercher notre Tenkan en vue peut-être de la franchir. Alors ici, tout l'enjeu est d'avoir des bons niveaux, bien entendu, et c'est là que nous allons nous intéresser aux projections de Soda. Donc voilà comment travailler. Je l'ai fait peut-être un peu trop vite, je vais le refaire très rapidement, mais
clairement, je détecte le sommet, je vais chercher le creux intermédiaire, je cherche mon sommet intermédiaire et ici j'ai ma ligne de force NT qui pourrait déployer les prochaines baisses qui me donneraient le signal pour aller chercher les différentes lignes de force. Et je constate ici une dernière ligne de force qui correspond très exactement aux 22 500 points. Ce palier de SSB. Donc encore une fois, deux éléments qui vont dans le même sens, hein. Je vous rappelle dans tous les cas que Osoda a créé ces projections-là, Osoda a créé Ishimoku, donc ce sont deux éléments du même auteur qui nous indiquent un même niveau et en plus de cela un seuil psychologique. Donc voilà comment utiliser les vagues d'Osoda. On peut s'intéresser à une approche différente également, deux manières de le tracer. On peut s'occuper uniquement des éléments Ishimoku. À partir du moment où nous avons eu un signal, le breakout du nuage, donc prendre la première vague ici, on choisit le creux. Et ce que l'on pourrait faire également qui donne de bons résultats, aller chercher la Kijun pour le creux intermédiaire. Donc c'est une deuxième manière de procéder, je ne l'ai jamais abordé avec vous, ou très rarement hein, peut-être, mais c'est une méthode qui fonctionne également très bien, qui permet d'avoir des objectifs également précis, et qui peuvent être des objectifs intermédiaires lorsque les objectifs sont peut-être un peu trop éloignés par exemple. Ici ce n'est pas le cas. Mais c'est un très bon exemple hein, pour vous présenter également cette méthode en se basant sur les éléments Ishimoku. Donc le point de breakout, on va chercher le creux et on va chercher soit la Kijun, soit la Tenkan. Dans ce cas-là, nous allons chercher la Kijun. Pourquoi? Car nous avons surpassé la Tenkan auparavant. Donc voilà pour cette petite parenthèse, hein. Il y aura un masterclass concernant les projections d'Osoda la semaine prochaine, donc je ne m'attarde pas plus que cela. Encore une fois, c'est même topo ici. Donc je peux retirer le rayon de ces niveaux-là issus de ce N aussi, hein, des niveaux qui ont très bien fonctionné. À présent, nous allons nous intéresser à d'autres niveaux. Nous allons juste voir à quel point ces niveaux passés ont fonctionné. Vous voyez, suite au rebond, nous sommes allés chercher très précisément, un niveau qui est issu de ce N haussier, un N haussier qui a permis de quadriller, de déceler tous les niveaux lorsque les cours se trouvaient entre les 2870 et les 2815. Je retire le rayon, nous allons faire un travail plus actuel à présent et nous intéresser encore une fois à ce N baissier qui est en train de se déployer. Donc je sélectionne mes projections de Soda, je prends un sommet, je prends mon creux, je prends mon sommet intermédiaire et j'ai mes différentes projections avec une zone ici de support hein, légèrement en dessous des 2800 points. C'est simplement le précédent support ici que l'on retrouve à ce niveau-là. Ça correspond également à des paliers de SSB. On va le constater également. C'est intéressant de voir que tous ces éléments viennent se confirmer, donnant plus de force à cette approche. Donc vous voyez ici deux paliers des CSB qui correspondent plus ou moins à ces deux lignes de force, nous confirmant ici une zone de support hein, qui pourrait entrer en jeu et le franchissement de cette zone-là serait un signal fort de poursuite hein, de la baisse en direction des 2750, voire des 2713, donc aux portes ici, tout simplement ce creux, ce support, le précédent support hein, qui nous a servi d'appui pour aller marquer ce sommet-là. Encore une fois, même topo hein, pour le Nasdaq, nous avions émis les deux hypothèses ici en cas de franchissement de ce niveau pour aller chercher celui-ci ou de franchissement du nuage. Nous sommes allés franchir le nuage pour l'instant sur le Nasdaq qui reste très fort hein, malgré tout. Nous sauvegardons F3. F3 hein, qui a débuté le 23 mars. Donc nous sommes revenus au-dessus après un franchissement. Et nous sommes en train de l'attaquer actuellement peut-être pour aller chercher les 8950. Nous allons voir quel niveau nous pourrons aller chercher en cas de franchissement définitif d'F3 et encore une fois l'outil qui nous permettra de déceler ces niveaux, que nous soyons débutants ou un trader plus aguerri, nous sera fourni par les projections de Soda. Nous pouvons utiliser également les retracements de Fibonacci. Ce sont des méthodes que l'on peut qualifier d'équivalentes. Donc voilà le premier niveau, donc légèrement en dessous des 8960, ce sont les 8930 points hein, qui devraient agir et c'est un palier ici que l'on retrouve encore une fois à ce niveau-là. Donc
Une zone de support qui va nous donner un signal fort, un signal de poursuite de la baisse, un signal de, de poursuite de ce NBC qui pourrait se finaliser à 8610. Donc voilà pour les indices américains. Toutefois, il faut garder à l'esprit le scénario haussier. Nous avons présenté donc ces N baissiers. Le scénario haussier, c'est tout simplement une réintégration de l'autre côté de cette oblique haussière ici pour le Dow Jones, ici ici pour le S&P 500, ici pour le Dow Jones et pour le Nasdaq. Nous avons d'ores et déjà réintégré l'oblique haussière qui correspond à F3 et pour le DAX, ce serait éventuellement une réintégration ici, un franchissement du nuage et pour le CAC 40, vous l'aurez compris, le CAC 40 en données intraday, ce serait une réintégration du nuage. Donc voilà pour les deux scénarios, même si le scénario baissier est à privilégier pour le moment. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment matières premières avec le gold qui est toujours aux alentours de son apex à 1700 $, donc en données H4 légèrement au-dessus de son nuage qui maintient les cours pour le moment. Nous ne sommes pas parvenus à aller tester la borne inférieure, nous avons tout de même testé la borne supérieure, donc un retour en direction de la borne supérieure nous indiquerait une forte probabilité d'une sortie par le haut pour aller chercher les 1733. On va attendre les 1733 pour allier les prochaines lignes de force de ce N haussier qui est toujours d'actualité car nous n'avons pas marqué un nouveau creux ici. Tant que nous ne sommes pas allés plus bas que les 1793 environ, ce N haussier est toujours d'actualité. Ce sont les objectifs de court terme à aller chercher avant d'aller chercher d'autres objectifs beaucoup plus larges. Et le pétrole WTI qui poursuit. Nous avons donc ici notre borne supérieure, notre borne inférieure avec notre zone de support qui pourrait peut-être être apparentée éventuellement à l'apex d'un triangle symétrique. C'est ce que semble nous dessiner le pétrole WTI. Pour le moment, une sortie par le haut semble plus ou moins probable, mais prudence à un éventuel, reconfinement, si je puis dire. Dans ce cas-là, ce serait vraiment, excusez-moi l'expression, ce serait fatal pour les pétroles, car on aurait une baisse de la demande d'essence, car les déplacements en voiture seraient à nouveau limités, et donc tout cet optimisme concernant les pétroles s'évaporerait immédiatement, et on repartirait peut-être même en dessous des 20 $ pour le WTI aux alentours des 18 $. Donc prudence pour le moment, en cas de franchissement de ce niveau de support, en cas de scénario de reconfinement qui se confirme suite à une éventuelle deuxième vague, on pourrait aller se retrouver aux alentours des 18 $ pour les pétroles. En revanche, en cas de sortie par le haut de sa figure, ce serait peut-être pour se rapprocher même des 30 $. Donc voilà pour les pétroles à la croisée des chemins. Nous allons rester extrêmement prudents et nous allons en discuter lors de la prochaine vidéo qui sera publiée en fin de matinée ou en début d'après-midi. À noter le repli du Natgaz, le Natgaz qui pourrait nous donner un signal de vente très prochainement au cas où la lagging span au cas où le lagging span parvient à franchir ici ce dernier mur, cette bougie verte et cette Tenkan. Donc dans ce cas-là, le Natgaz devrait se replier en direction des 1,583, un objectif intermédiaire, et c'est un repli qui pourrait se poursuivre sur le gaz naturel. On peut déterminer différents niveaux ici en s'intéressant éventuellement à cette tentative de rebond qui pourrait nous permettre de déterminer un N baissier, et on retrouve ici cette zone qui pourrait déployer des baisses plus conséquentes en direction des 1,450. Nous allons passer à présent sur le marché des changes qui a été très volatile hier avec un dollar index qui est parti à la hausse avant de partir à la baisse, entraînant de la volatilité sur l'euro-dollar en données journalières. Un euro-dollar qui est allé tester les 1,0892, qui était allé chercher les 1,0782. Actuellement en repli encore à l'attaque ici, peut-être pour essayer de franchir ce seuil, ce niveau, les 1,0820.
L'euro-dollar ne cesse donc d'osciller. Nous sommes dans un range encore une fois et très difficile hein, donc de s'affranchir ici de ce support, même si le biais baissier se confirme, hein, séance après séance. Le nuage est là pour assurer, pour freiner d'éventuelles tentatives haussières. Donc un biais baissier ici sur l'euro-dollar, un euro-dollar qui pourrait très prochainement se replier en direction des 1,0650. Le SD4, nous en avons parlé, prudence, hein, ça dépend des pétroles. Si le pétrole parvient à progresser à la hausse, nous l'avions marqué ici hier, les cours en bleu hein, représentent le pétrole, les cours ici représentent l'USD4 qui sont corrélés négativement, on le voit très clairement ici. Donc, en cas de sortie par le bas, et c'est le scénario à privilégier au vu de cette formation chartiste sur l'USD4, cela viendrait de pair avec une hausse des pétroles. En revanche, un repli des pétroles permettrait à l'USD4 de repartir à la hausse en vue d'aller chercher les 1,42 dans un premier temps avant de tenter de rallier les 1,4460. Donc prudence sur l'USD4. En revanche, la UD NZD hein, nous a fait quelque chose de très pertinent et c'est là justement où je vais pouvoir vous montrer cet exemple d'utiliser pour les projections de Soda, d'utiliser les éléments Ishimoku. Vous voyez ce N haussier qui est basé uniquement sur la Kijun. On se base sur le breakout de la Kijun, on va chercher le sommet intermédiaire et on se base par la suite sur ce test de la Tenkan. Ça nous a donné des niveaux très précis, notamment le point V, les 1,0752 que nous sommes allés chercher avec une grande précision et c'est peut-être donc le prochain point qui nous a été offert également, les 1,0830 que nous sommes en train d'aller chercher à l'heure actuelle. Donc voilà pour cet exemple sur la UDNZD, le GBP USD qui est allé chercher ici l'extrême borne inférieure de son range, hein, donc un point d'achat pour le moment. En revanche, une sortie du nuage par le bas serait un point de vente. Prudence ici, donc petit à petit la situation se décante. On pourrait aller marquer un nouveau sommet local aux alentours des 1,2480 et ça nous formerait une figure chartiste avec pour ligne de coup les 1,2268, une épaule tête-épaule complexe avec deux têtes que l'on retrouve à ce niveau-là très exactement. La première épaule peut être décelée ici. Attention à l'éventuelle formation d'une seconde épaule avec une ligne de coup à ce niveau-là. Donc dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à une cassure de la ligne de coup suite à la formation de la seconde épaule, hein, ce qui nous ramènerait très bas, ce qui normalement pourrait entraîner un mouvement assez brusque ici sur le GBP-USD. Donc on garde un œil dessus, hein, on commence à tempérer quelque peu notre biais haussier sur le GBP-USD au vu de cette formation, au vu de la formation technique actuellement. On garde en tête ce scénario. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. La prudence est de mise. Hein, peut-être un nouvel adage boursier, acheter le confinement, vendre la réouverture. Un adage qui pourrait se confirmer lors des prochaines séances. On restera alerte, hein, notamment à ce discours de Jérôme Powell et au flux d'actualité. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour une vidéo dédiée au pétrole hein, qui ne sera pas en direct, hein, bien entendu. Encore une fois, je suis toujours en télétravail. Nous allons reprendre progressivement une activité chez XTB France au cours du mois de juin progressivement et là nous pourrons reprendre peut-être nos Good Morning Market s'il n'y a pas de seconde vague et si il n'y a pas de reconfinement à la fin du mois de mai, voire début du mois de juin, car visiblement c'est la date, c'est à la fin du mois de mai que le gouvernement fera le point sur ce déconfinement et que des mesures pourraient être appliquées. Donc pour le moment, je poursuis en télétravail, donc nous ne pouvons toujours pas reprendre les émissions en direct. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité hein, pendant toute cette période. Je vous souhaite bonne chance sur les marchés. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le pétrole et sinon ce sera demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.